Salut tout le monde et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on parle de l'achat d'un immeuble à logement, suivi bien sûr par l'anecdote de David, et on finit avec les avantages et les inconvénients d'être propriétaire d'un duplex ou d'un triplex. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer ça. David, le marché locatif est particulièrement intéressant en ce moment et ça l'a été depuis longtemps, depuis au moins 10, 15, 20 ans. L'achat d'un bloc appartement peut représenter un excellent investissement à long terme, en plus de devenir une source de revenus supplémentaires. Comme tout projet d'acquisition d'immeuble, acheter un bloc appartement ne se fait toutefois sans préparation. Plusieurs aspects doivent être pris en considération avant de vous lancer, et particulièrement ceux du financement et de la rentabilité. Aujourd'hui, on parle des investissements immobiliers les plus communs, qui sont les duplex et les triplex. Et David, je sais que tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'est quoi, selon toi, la meilleure façon de construire un parc immobilier ou au moins de commencer à en bâtir un? Ben, la stratégie numéro un quand tu veux construire un parc immobilier, c'est que quand tu veux acheter, c'est de mettre le moins de mise de fonds possible. Parce que souvent, c'est ça le nerf de la guerre, là, quand tu veux construire un parc immobilier, il faut que tu aies de la liquidité pour faire tes achats. Fait qu'il y a différentes stratégies pour faire ça. Mais si tu es capable d'acheter avec le moins de mise de fonds possible à chaque fois, ça va te laisser toujours plus d'argent pour le prochain achat. Puis plus tu as de l'argent, plus tu vas pouvoir acheter. Fait que si tu commences avec tu mets 40 de mise de fonds, ça ne serait pas de bonne stratégie parce que le but, justement, c'est de mettre dans le minimum pour financer, puis après ça, d'avoir tout le temps un roulement, économiser de l'argent rapidement. Parce que, exemple, si tu es capable de mettre 20 000 de moins sur un immeuble, tu vas avoir 20 000 de plus sur l'autre, sur le prochain. Fait que c'est ça, je te dirais, la meilleure stratégie. OK. Et est-ce que toi, dans ta carrière ou avant, est-ce que tu as déjà tenté d'acheter des plex? Oui, j'ai déjà. On a un plan d'action. Parce que moi, à la base, je suis zéro manuel, là. Tu sais, quand tu ajoutes un immeuble, souvent, c'est plus rentable quand tu es capable de faire les travaux, là. Fait que je vais Exact. sûrement m'associer avec un de mes chums qui est charpentier menuisier, là. Mais sinon, moi, j'ai jamais acheté de. C'était quand même dans mes plans, mais le fait que je ne suis pas manuel, puis je voulais pas justement c'est tout le temps faire avec des entrepreneurs en général pour quand il y a des petits travaux à faire, c'est pas très rentable. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai jamais investi encore en immobilier. Mais là, avec cette personne-là, on est en train de regarder ça. Fait que aussi, c'est dans nos plans futurs, là. OK. Tu sais, ça fait quand même 10 ans que je suis en immobilier, là, mais Ouais. j'investissais. Mais tu sais, moi, souvent, je place mon argent à la bourse. Ben, je suis pas comme toi, là. Je fais pas des. C'est quand même, tu sais, je mets ça dans des compagnies quand même sécurité ou dans des placements, dans des fonds de placement qui sont Des sécuritaires, là. ETF, là. Fait que c'est là que je mets mon argent ou dans mes REER, c'est là que mon argent est, là. Perfect. Donc, tu n'as pas développé une stratégie lucrative pour acquérir des immeubles? Non, j'ai pas de stratégie personnelle comme l'article qu'on va regarder, non, Oui, effectivement. exactement. C'est que j'ai trouvé cet article dernièrement, là, ça fait pas longtemps. Et quand j'étais courtier immobilier, j'entendais souvent les gens me dire oui, à chaque année, il faut que tu achètes un plex ou à chaque 2 ans, et c'est comme ça que tu te bâtis un parc immobilier Ouais. en étant courtier immobilier. Et il y en a qui le font, il y en a qui le font pas parce qu'ils se disent qu'ils veulent se concentrer sur les clients en place. OK. Donc, moi, j'en ai fait quand même beaucoup, mais je n'ai pas eu un super gros parc immobilier. OK. Mais l'article ici que je voulais qu'on regarde, c'est que cette équipe qui travaillait à Gatineau, ils ont décidé d'aller en région, Ouais. donc à Rimouski. Et ce qu'ils faisaient, c'est que lorsque un vendeur voulait vendre la propriété, obviously, et si ça leur convenait, alors ces gens-là achetaient l'immeuble du vendeur. Et
ça, c'est quand on est courtier immobilier, on a accès à ce genre de deal. Est-ce que toi, tu as déjà acheté un deal comme ça Ben non. ou tu le réfères directement à tes clients? C'est ça que j'aimerais avoir Écoute, comme opinion. non, jamais, là, parce que ben, c'est quand même bien touché. Là, parce qu'il y a une autre équipe aussi, je nommerai pas le nom, là, mais il s'est fait pogner à acheter. Il arrive chez le client, là, il voit qu'il y a un potentiel d'acheter moins cher que qu'est-ce que ça vaut, exemple. Là, il l'achète, puis il le revend, mais c'est parce que là, tu as un conflit d'intérêt. Là, le courtier ne peut pas acheter euh, au détriment des intérêts du client pour ses intérêts à lui. Exact. Fait que non, moi, je ne l'ai jamais fait. OK. Et c'est ça que j'ai trouvé. Donc, c'est cette équipe, donc les Radio-Canada qui rapporte la nouvelle. Ouais, Donc, l'équipe Michel Michaud aurait mis sur pied une stratégie lucrative personnelle et familiale visant à acquérir un parc immobilier à Rimouski. ouais. Et là, ils ont du trouble avec l'OASIC parce que la loi du courtage immobilier prescrit qu'un courtier doit mettre fin au contrat de vente qui le lie au vendeur lorsqu'il veut acquérir son immeuble. Exact. Mais lui, c'est ça sa faute. Mais en fait, en passant, il n'a pas encore été déclaré coupable, là. Fait que, tu Non, sais, définitivement. l'OACIQ va décider là, s'il est coupable ou pas. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait un contrat de courtage, une des transactions, le contrat de courtage, puis il y a une clause qui dit que tu dois afficher sur les réseaux interagences, là, tu sais, MLS, Centris. Realtor, Centris, Ouais. pour afficher le plus, pour qu'elle soit affichée avec pour qu'il y ait le plus de chances possible de vendre au meilleur prix parce que pour que tous les acheteurs potentiels puissent voir ton inscription. Mais lui, là, il y avait cette clause-là de cocher, fait qu'il devait le publier sur Centris pour qu'il puisse afficher au plus grand nombre possible. Puis finalement, il a quand même acheté l'immeuble avant de mettre l'immeuble sur ces réseaux-là. Fait que finalement, il n'a Voilà. jamais mis l'immeuble sur les réseaux. Puis il n'a pas mis fin au contrat en plus. Fait que, il achetait vraiment pour ses intérêts à lui. Puis peut-être que l'acheteur aurait pu vendre à un meilleur prix. Fait que là, l'OACQ va trancher là, s'ils sont coupables ou pas. Mais bref, c'est ça qui était pas correct dans l'histoire. Là, parce que ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre fin au contrat de courtage, faire signer un papier au client qui dit qu'il ne le représente pas comme client, Oui. que même peut-être d'ajouter qu'il y aurait la chance d'afficher avec un autre courtier immobilier, Oui, mais qu'il c'est préfère ça. lui vendre à lui. Moi, C'est c'est ça ça. que je J'ai ferais déjà peut-être. entendu, exactement. J'ai déjà entendu un avocat qui est quand même connu Ouais, dans le domaine immobilier. Et lui, c'est ça qu'il disait. Même s'il y a des formulaires, pas de formulaire, fais une entente dans le sens que tu mets sur le papier, les deux parties signent. Et ce que tu exact. dois mettre sur le papier, c'est de lui dire, écoute, je suis un courtier immobilier. J'ai 10, 15, 20 ans d'expérience et je veux Ouais, acheter ce building au prix que tu me proposes. exact, c'est ça. Tu Si le vendeur est m'as d'accord après ça, invité, exact. Tu m'as hic, invité ou tu m'as fait venir ici chez vous pour faire exact, l'évaluation et j'ai décidé de ne pas prendre le contrat parce que je veux te l'acheter directement. En exact. ce moment, tu as le choix, soit de me le vendre à moi, de le vendre toute seule ou de prendre un autre courtier immobilier. C'est ça. Parce qu'il faut que les gens comprennent que lorsqu'on a accès à des opportunités, et si la personne ne connaît pas le vendeur ne connaît pas le marché immobilier, et disons que on va prendre un exemple, un duplex là, à 500 000. Bon, mais ce duplex-là à 500 000, le vendeur veut le vendre à 500 000, peut-être qu'il ne sait pas qu'il vaut 600 000. Et le courtier, ben, il peut dire, bon, mais moi, je te l'achète à 500 000. Exact. Donc, le Il fait 100 vendeur, 000. et voilà, il fait 100 000. Et le vendeur manque le 100 000 Exact. par Mais c'est manque pour ça que. de connaissances et d'expérience, ce qui n'est pas bon. Donc, c'est très bien Exact. qu'on a des mécanismes de protection comme ça au Québec. Ben, moi, ça m'est jamais arrivé. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez les clients, puis ils n'ont aucune idée qu'est-ce que la maison en vaut. Ils disent, je veux Ah oui, 500 000 quand ça vaut 650. Peut-être pas exact, autant, là. exact. Mais Non, tu non, sais, je comprends. moi, j'aurais pu peut-être acheter cette propriété-là puis la revendre à profit immédiatement, mais c'est pour ça que j'ai jamais fait d'immobilier de même, tu sais, d'acheter à bas prix. Puis souvent, ces personnes-là, moi, je les représente, puis je leur fais faire leur argent au maximum. Je leur dis, ben non, votre maison en vaut tant. Mais je fais ma commission, puis tout le monde est content, là. Le client fait de l'argent, moi, je fais de l'argent, puis c'est ça. Exact. Tout le monde est content. Exactement. David, si ce n'est pas la façon d'acheter des immeubles,
Alors, c'est quoi la façon d'acheter un bloc appartement? Comment acheter un bloc appartement? Commençons par c'est quoi la différence entre, tu sais, on entend parler de bloc appartement, immeuble à logement, plex, Ouais. duplex, triplex, appartement locatif, immeuble d'habitation, multilogement. Ouais. C'est quoi les différences? Mais là, c'est ça. Mais là, tu m'as envoyé l'article, là. Bloc appartement, c'est comme un. C'est pas un anglicisme, je pense, là, mais on utilise ça de. C'est Est-ce qu'il dit en anglais? Oui, ça, Mais c'est apartment block. yeah, apartment Puis, block, oui, yeah, fait que ici. nous, on a pris bloc appartement, tu sais. C'est ça, exact. Moi, j'aime pas vraiment ce terme-là. Pour moi, un bloc appartement, souvent, ça va être. On va surtout parler d'un appartement en particulier. Exemple, dans un 6 logements résidentiels. Quand je dis, ben, moi, ma définition à moi, là, je dis, c'est pas la bonne définition nécessairement. Mais tu sais, bloc appartement, c'est pour du. Des fois, je fais référence, on dirait plus à l'appartement, dans un de ces appartements-là, dans cet immeuble-là. Là. OK. Bref, mais c'est toute la même affaire. Là, bloc appartement, immeuble résidentiel, multilogement résidentiel ou plex. C'est toute la même affaire. Mais moi, je préfère utiliser multilogement résidentiel Ouais. principalement ou plex. Ça va être duplex, triplex, 4plex, 5plex, 6plex. 4 duplex, 5plex, 6plex, 7plex, etc. Là. Ou sinon, multilogement résidentiel de 20 unités. Mettons pour un 20plex. Fait que moi c'est ces deux termes-là que j'utilise principalement. Là. Le Ouais. bloc appartement, je n'utilise pas vraiment, là, je dirais, là, pour désigner ça. Là. Perfect. Et tu as beaucoup d'expérience, David, dans le domaine commercial et résidentiel et aussi des plex, des immeubles à logement. Ouais. Ça coûte combien un bloc appartement, là, un multilogement au Québec? Combien que ça coûte? Ben là, ça va dépendre. Là, évidemment, on dirait, j'ai regardé cet article-là, je sais, ben oui, mais c'est un peu évident. Là. Ben, peut-être qu'il y a des gens qui ne sauraient pas, mais Non, évidemment, mais c'est il ça. faut en parler parce qu'il y en a qui ne Mais, savent pas. Il y en a mais beaucoup. effectivement, selon la région, évidemment, à Montréal versus à Chibougamau, c'est le même quadruplex ne va pas valoir la même affaire. Fait que c'est région, secteur. Après ça, ben là, évidemment, la taille de l'immeuble. Plus que tu as de logements résidentiels, plus ça va valoir cher. Mais souvent, ça va être avec les revenus. C'est comment qu'on Ça. évalue les multilogements, ça va être avec les revenus. Fait que plus que de revenus, plus ça va valoir cher. Après ça, évidemment, il faut faire un ajustement. C'est quoi les travaux qu'il y a à faire? Là, il y a une dépréciation dans le temps. C'est un immeuble qui est vieux. Fait que l'année de construction, les commodités, etc. S'il y a une piscine, pas de piscine. Mais exemple, un 20plex puis une piscine qui serait partagée par tous, c'est sûr que ça va valoir peut-être plus cher, mais encore là, s'il y a plus de dépenses, c'est peut-être Ouais. pas nécessairement mieux. Puis là, il y a aussi, il y a une affaire, souvent que les gens ne savent pas, c'est les revenus potentiels versus les revenus réels. Fait que, exemple que tu aurais un quadruplex avec un logement vacant, mais dans un exemple qu'en soit les revenus, c'est 35 000 par année, mais tu as un potentiel, exemple, d'avoir un revenu de 47 000 parce qu'il y a 12 000 de plus, exemple, parce qu'il y aurait un logement de vacant. Si le taux d'inoccupation d'un secteur, fait que ça, c'est le taux qu'il y a des immeubles qui ne sont pas occupés dans un secteur, mais qui est quasiment nul, il est en bas de 1 c'est sûr que tu peux vendre avec la valeur que ça va valoir, même s'il n'est pas loué. Parce que tu OK. sais que l'acheteur, même que ça peut être un plus, parce que l'acheteur, éventuellement, pourrait peut-être le louer encore plus cher que s'il était déjà loué. C'est ça. Fait que des fois, ça peut être un plus. Là. Mais après C'est ça, au niveau ça. du financement, c'est pas loué, là, ça peut être plus compliqué. Il faut que tu aies un bail absolument signé avec quelqu'un avant de passer au financement. Il y a plusieurs OK. choses, mais voilà. OK. C'est que j'ai une question, on va arriver au financement. Donc, les revenus potentiels, est-ce que les revenus potentiels peuvent inclure lorsqu'une personne, disons, vend un triplex et on va dire, on va faire ça égal, chaque appartement dans le triplex se loue à 2000 $ en ce Ouais, moment. ouais. Mais tous les autres dans la région, à peu près, on va dire la même année, le même type de rénovation qui en ont pas. OK, les Ouais, mêmes blocs, là. Ils se louent à 2200 chaque appartement dans le triplex. Donc, le premier triplex, c'est 6 000 $ par mois, les trois. Les autres alentours, c'est 6 600 par mois, les ouais. trois. Et c'est la même chose. Donc, il y a comme un manque à gagner de 600. Est-ce Mais que lorsqu'on ouais, vend une triplex, on peut dire, oui, je loue à 2000 pour une autre année même. Mais lorsque la personne va quitter ou quelqu'un quitte ou
tu fais rentrer quelqu'un, alors le loyer, il va être de 2200. Donc, est-ce qu'on peut indiquer le revenu potentiel que nous, on croit que c'est vrai ou les revenus potentiels sont seulement dans le cas où un appartement n'est pas loué? Et là, il faut le considérer loué. C'est seulement si c'est pas loué. Mais apparemment, il y a deux volets à la question. Le premier volet, c'est ce qu'on peut dire c'est quoi le vrai montant. Ben, en fait, il faut déclarer c'est quoi les vrais revenus. Là. Mais après ça, dans la fiche descriptive, on pourrait peut-être dire euh, que les logements pourraient valoir jusqu'à ce prix-là s'ils étaient rénovés. Mais il faut faire attention parce que si tu as un immeuble de moins de 5 ans, de plus de 5 ans, excuse, tu ne peux plus augmenter les loyers comme tu veux. Fait qu'à Voilà. ce moment-là, tu ne pourras pas pouvoir vendre selon les revenus potentiels parce qu'ils sont déjà loués. Puis là, tu es prêt avec des loyers qui peut-être qui sont trop bas. Fait que ça va valoir moins cher à ce moment-là. Après ça, parce que l'acheteur, lui, va devoir, si jamais il va augmenter les revenus, il va falloir qu'il attende que le locataire y quitte. Mais si c'est un immeuble de moins de 5 ans, là, tu peux augmenter les revenus. Il n'y a pas de législation par rapport à l'augmentation annuelle des revenus locatifs. On parle toujours de résidentiel. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que tu pourrais afficher les revenus potentiels puis vendre plus cher parce que l'acheteur, lui, il va pouvoir augmenter ses loyers assez rapidement. Fait que ça va être ça. Mais là, il faut faire attention. Puis là, dans un des premiers podcasts qu'on a fait, là, il y avait l'affaire que maintenant, il faut déclarer ça va être quoi les revenus maximum que tu vas devoir déclarer dans les 5 années à venir pour un immeuble Oui. de moins de 5 ans. Fait que là, Oui. peut-être que là, ça va jouer un petit peu, avec ça. Mais c'est ça. Fait que les investisseurs vont vraiment payer selon les revenus actuels, même si le revenu potentiel peut être plus grand, là. Malheureusement, pour les gens qui ont des loyers plus bas, là, pour les immeubles de plus de 5 ans. Perfect. Et les acheteurs vont payer en fonction des revenus, mais aussi les banques vont financer en Ouais. fonction des revenus. Est-ce que tu peux, Ouais, est-ce que tu peux vas-y. expliquer un peu? Je sais que tu as beaucoup d'expérience avec Ouais. le pré-commercial, présidentiel, la différence. Donc, est-ce que tu peux Ouais. nous Mais, aider à comprendre? Mais premièrement, c'est assez. On pourrait faire un podcast juste de ça, là, juste de financement, de multilogement, Mais on va pouvoir le faire. de On va 5 le faire. logements et plus. Ouais, c'est ça. Mais là, dans l'article, on checkait plus, mettons, un acheteur. Dans le podcast qu'on voulait parler aujourd'hui, c'était peut-être plus quelqu'un qui veut partir un parc immobilier, puis qui Oui. achète, exemple, un 5 logements et moins, un multilogement résidentiel de 5 logements et moins, ou 4 logements et moins, excuse. Mais là, si tu dis que tu habites l'immeuble, ça va coûter beaucoup moins cher de mise de fonds. Oui. Fait que l'accession pour cet immeuble-là, parce que vu que tu l'habites, tu vas pouvoir avoir un prêt assuré SCHL ou assuré par une autre Le, assurance. Là. le, 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 le duplex, c'est 5 le triplex, c'est 10 si on est propriétaire occupant, c'est ça? Oui, ça, duplex, 5 triplex, quadruplex, 10 si tu dis que tu l'habites. Mais il faut que tu l'habites pour Bien vrai. sûr. Là, il y en a qui disent qu'ils vont l'habiter, mais ils ne l'habitent pas pour vrai. Là. Mais là, la banque, c'est pas niaiseuse. Elle va vouloir qu'il y ait un logement vacant ou que si c'est tout loué, elle va vouloir qu'il y ait un bail qui soit résilié pour pouvoir passer au financement. Mais si tu dis que tu l'habites, mettons triplex, quadruplex, 10 duplex, 5 Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça commence à être un investissement. Tu ne mets pas beaucoup de mise de fonds. Pour commencer pour l'achat, pour commencer un parc immobilier, ça peut vraiment être une belle stratégie. D'être propriétaire occupant. Exact. Puis sinon, parce que sinon, la banque va exiger un 20 ça va être très conventionnel. Puis là, il va falloir que tu sortes beaucoup, beaucoup d'argent. Puis là, ça va être selon les revenus. Mais si tu achètes un 4 logements et moins, c'est selon ton ratio d'endettement. Ce n'est pas que les revenus de l'immeuble. Puis là, dépendant des banques, toutes les banques ne vont pas avoir le même calcul du ratio d'endettement. Il y a des banques qui vont calculer seulement 50 des revenus locatifs dans le ratio d'endettement. Fait que ça va être plus difficile. Tandis que quand tu ajoutes au commercial, après ça, ça peut être un usage résidentiel, mais quand on dit commercial, c'est que c'est un 5 prêt et plus. C'est un prêt commercial là, qui Ouais. appelle 5 et plus. Mais là, la banque, elle peut qualifier l'immeuble directement sans devoir qualifier ton ratio d'endettement. Puis là, il y a d'autres facteurs qui vont être pris en compte. C'est justement ça que je voulais te poser comme question. Donc, tu vois qu'il y a votre situation financière et vos liquidités. Ouais. Ça, j'ai déjà travaillé avec des prêts commerciaux. Ouais. Donc, les prêts commerciaux, le principal critère évalué, c'est la rentabilité. Ouais. Fait que c'est la valeur économique Et de le taux l'immeuble. d'occupation de logement, le Ouais. taux d'actualisation, tous ces taux-là, mais c'est moins les revenus personnels, ce qui est le cas avec
quelqu'un qui achète un duplex, triplex là, ou quadruplex là, Exact. comme Mais c'est pour ça qu'à propriétaire un moment donné, occupant. quelqu'un qui start un parc mobile, des fois, il va être à côté. Quand il est rendu à son quatrième immeuble, là, parce que là, les banques calculent les ratios d'endettement, puis ils ne prennent pas 100% des revenus locatifs. Fait qu'en année, tu vas être à côté dans tes ratios d'endettement à cause des calculs que les banques font, même si l'immeuble est rentable. Fait que là, rendu là, il faut que tu switches à des prêts commerciaux avec les banques. En faisant ça, la banque, elle va qualifier l'immeuble directement. Fait que l'immeuble, là, c'est comme si c'était une entité, puis elle a les revenus des dépenses. Est-ce que cet immeuble-là se qualifie? Puis après ça, il y a plusieurs choses qu'on va venir prendre en compte, comme l'expérience de l'acheteur, c'est quoi les garanties de l'acheteur. Puis là, il existe des programmes, justement, pour les 5 logements et plus avec la SCHL que tu finances sur 30, 35, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il y a différents types de programmes, puis tu peux mettre moins de 20 de mise de fonds, mais ça va être un prêt assuré. Puis tu peux acheter, de cette façon-là, tu peux acheter un immeuble de 10 logements, puis ton ratio d'endettement, il n'y a aucun rapport. C'est vraiment mais évidemment, il y a une vérification d'enquête de crédit qui va être faite sur toi. Là. Puis il faut que tu Ouais. fournisses l'argent, la mise de fonds. Là. Mais, Oui. fait que tu peux mettre 15 de mise de fonds dans certaines situations commerciales. Oui, c'est ça que j'ai entendu. Ouais. OK. Et donc là, on comprend, c'est quand on achète 4 logements et moins, on va avoir un prêt résidentiel. Et quand on en Ouais. achète 5 logements et plus, on peut avoir un prêt commercial. Exact. Et ce prêt commercial peut être aussi assuré comme dans le cas d'un prêt résidentiel. Ouais. Parfait. Bon, continuons avec les points de comment acheter un immeuble à logement. Ouais. Donc là, j'aimerais qu'on parle un peu, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails, dans les ratios et tout ça. Là. Ouais. Mais j'aimerais savoir, quelqu'un qui dit, bon, mais là, moi, j'entends parler mon beau-frère, là, que je dois m'acheter des plex. Et là, ben, je vais commencer avec un duplex, triplex. Ouais. OK? Là, moi, Johnny Leblanc, je veux m'acheter un duplex. OK. C'est quoi les étapes? Là? Et c'est quoi comme on entend le ratio d'endettement, dépenses, revenus, rentabilité de l'immeuble, multiplicateur de revenus bruts. Toutes ces choses-là, c'est faire ça simple. Là, c'est quoi les étapes pour quelqu'un qui veut acheter un duplex? Là? La première étape, Commencer. c'est toujours d'aller voir un courtier hypothécaire. Pour Bien aller sûr. chercher le meilleur taux avec les meilleurs avantages hypothécaires du marché actuel. Puis là, le courtier hypothécaire va pouvoir il va pouvoir magasiner avec toutes les institutions financières. Fait que tu peux magasiner facilement avec un courtier hypothécaire. Puis là, lui va faire ton portrait financier. Puis avec lui, tu vas pouvoir évaluer c'est quoi la meilleure stratégie d'achat. Puis si jamais tu peux acheter ou pas. C'est après ça, les mises de fonds, puis il y a un paquet d'affaires. Il faut que tu aies la mise de fonds, mais là, toutes les banques ne sont pas pareilles. Puis là, si tu veux l'habiter ou pas l'habiter, puis là, lui, il va vraiment dire si tu passes-tu au financement. C'est toujours la première étape quand tu commences à magasiner. Tu vas avoir les idées claires, tu vas avoir un plan, une stratégie. Tu sais. Si tu ne peux pas acheter, il lui va dire ben, fais ça, puis dans 2 ans, tu vas pouvoir acheter. Tu sais. Fait que c'est l'étape numéro 1. OK. Donc, disons que là, la personne décide que oui, j'ai les moyens et l'envie de le faire. Ça serait quoi les étapes après jusqu'à l'accomplissement du projet? OK, ben là, après ça, ben là, étape 2, c'est idéalement, tu te prends un courtier immobilier qui a de l'expérience dans le domaine. Mais là, c'est de sélectionner aussi les secteurs que tu veux faire. Puis, tu commences l'achat. Tu sais, le courtier hypothécaire, il va pouvoir te dire, mettons, un immeuble de tant de revenus, tu vas pouvoir acheter tant à peu près. Fait que là, tu fais une fourchette de recherche. Puis avec ton courtier hypothécaire ou seul, tu fais tes recherches en fonction du prix que le courtier hypothécaire va, la stratégie que le courtier hypothécaire va t'avoir fait. Tu commences à visiter. Promesse d'achat. Tu t'assures, avant de la promesse d'achat, tu t'assures du prix, l'évaluation de l'immeuble, tu t'assures que le prix est bon. Fait que c'est de s'assurer que de l'ajustement marchand de l'immeuble. Puis, suite à ça, là, tu fais ton offre d'achat, tu ne veux pas payer plus que l'ajustement marchande. Et puis, après ça, tu remplis les conditions, inspection, etc. Puis, on se rend après ça à l'acte de vente. J'ai déjà vu, David, des gens qui voulaient acheter à Montréal un duplex, on va dire. On va prendre un exemple simple. Le duplex, disons, qui est 700 000. Ouais.
OK? C'est ça que la banque l'a évalué. C'est ça qu'un courtier l'a évalué. 700 000. Mais le vendeur veut 750 000 et l'acheteur, il est d'accord pour payer 750 000 Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est qui finance le 50 000? Mais toi, tu parles d'une balance de prix de vente? Ça peut être une balance de prix de vente. OK. Mais là, c'est ça. Parce que tantôt, je disais, la meilleure stratégie, c'est de mettre le moins possible de mise de fonds. Mais il n'y a pas mille et une solutions en faisant ça. Là. Si tu n'as pas d'immeuble en garantie, la façon de faire, ça serait comme je disais, c'est de dire que tu habites l'immeuble puis que tu l'habites pour vrai. Là. Là, ça, c'est la première façon de mettre le moins possible de mise de fonds. La deuxième Et- façon, ça serait une balance de prix de vente. Là, dans ta question, tu me disais oui, l'immeuble vaut 750 000. oui, donc l'immeuble vaut 700 000. Ça a été évalué par une banque Oui. et des courtiers. OK. Et les courtiers veulent l'inscrire à 700 000, Oui. ce qui serait la vraie valeur marchande, comme on en parlait Exact. tantôt. Mais le vendeur veut 750 000. Ouais. Et ça, c'est arrivé plein là, que j'en connais. Là. Ouais. C'est pas inventé, c'est des cas réels. Et les acheteurs sont prêts à payer 750 000. Mais la banque ne veut pas financer plus que 700 000. Mais il faut que tu mettes la différence en mise de fonds. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, la banque, il finance 700 000. Ouais. Là, disons que toi, tu te dis, bon, mais moi, je veux juste 80 Là, on oublie la CHL pour la simplicité de l'exemple. Donc, 20 de 700 000, c'est 140 000. Ouais. Donc, la personne doit donner 140 000 plus le 50 000 de différence entre l'évaluation de la banque et le prix réel que le vendeur et l'acheteur sont prêts à s'entendre. Exact. Mais ça peut arriver aussi avec des propriétés résidentielles standards. Hein. Si la banque évalue la valeur en bas d'un certain montant, il va demander la différence en mise de fonds. Puis si l'acheteur ne l'a pas, ben, il ne pourra pas acheter. Donc là, après ça, ben, c'est ça. Là, il y a possibilité d'acheter une balance de prix de vente. Ça, c'est quoi? C'est que si le vendeur va te financer une partie du montant de l'immeuble, souvent, ça peut être sur 1, 2, 3, 4, 5 ans ou plus. Fait qu'il va y avoir une hypothèque, dans le fond, que tu vas devoir de l'argent sur l'immeuble, que tu vas devoir de l'argent au vendeur. Mais là, en ce moment, c'est compliqué parce que les banques, ils ne financent pas ça souvent. Parce qu'ils veulent que l'acheteur débourse de l'argent, tu sais, pour s'assurer que le prêt soit solide. Là. Parce que dans le fond, il veut s'assurer que l'acheteur, tu sais, en fait, mette une garantie sur l'immeuble, tu sais. Puis, en tout cas, ça a rapport aussi avec un paquet d'autres facteurs, là, mais c'est ça. Fait que si l'acheteur, après ça, si c'est le vendeur qui dit je donne la différence du 50 000, là, ce que la banque va vouloir, ça reste à vérifier. Exact. Perfect. Pour, en conclusion avec comment acheter un bloc appartement, donc j'ai trouvé les 7 facteurs essentiels à considérer. Donc, le secteur de l'immeuble qu'on a parlé. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on le veut. Est-ce qu'on veut un plex à Montréal ou à Sherbrooke ou à Rimouski? Exact. Donc, ça, l'important, c'est quel type de clientèle souhaitez-vous attirer? Puis justement, tu sais, mon anecdote de tantôt, ça va être par rapport à ça. Nice. Par rapport au secteur. Deuxièmement, c'est l'état physique du bâtiment, obviously. Ouais. Et ça vous prend une inspection pré-achat aussi, un test environnemental. Exact. Puis ça aussi, tantôt, quand tu disais c'est quoi les étapes pour acquérir, quand tu as fait ton. Tu as évalué avec le courtier hypothécaire, qu'est-ce que tu vas acheter. Après ça, il faut que tu évalues qu'est-ce que toi, tu es capable de gérer, probablement comme travaux puis comme risque. Si tu n'as pas envie de gérer des risques élevés, ça va être que des immeubles avec une fondation de béton coulé, mais c'est quelqu'un qui est à l'aise avec des fondations en pierre des champs puis des vieux immeubles. Puis des blocs, à Longueuil, il y en a beaucoup de blocs de ciment. Exact. Faut évaluer ça. Ils sont beaucoup moins chers, mais écoute, moi, j'ai vendu 2. Les 2 ont des problèmes. Ah ouais? Avec de l'infiltration. C'est incroyable. C'est ça. Souvent, c'est des à Joliette, t'en as beaucoup aussi, là, des vieilles affaires, mais l'infiltration d'eau, des fois, il y a un petit filet d'eau qui coule dans le vide sanitaire depuis toujours, mais peut-être que tu ne seras jamais capable de régler 100% de problème. Exact. La troisième
Le troisième point, c'est la rentabilité. Assurez-vous que les revenus sont au moins égaux à la somme dépense. Ça, c'est au Québec. Parce que partout dans le monde, il y a quand même un très grand retour sur investissement lorsqu'on achète des blocs appartements, des multilogements. J'ai des amis partout dans le monde. Le Canada, c'est le seul pays où ce que tu dis que lorsque tu fais investissement, tu es content parce que tu ne perds pas de l'argent. Donc, ça, il faut vraiment faire attention parce que la rentabilité n'est pas énorme dans les plex, donc duplex, triplex, quadruplex. Exact. D'où faire qu'un courtier immobilier qui va être capable d'évaluer ça avec Voilà, c'est primordial. Aussi, le quatrième point, qui est un point que moi, je me suis spécialisé quand j'ai flippé des propriétés, c'est le potentiel d'amélioration. Exact. Donc, c'est aussi, bon, c'est les rénovations, c'est sûr, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec le bloc appartement. Exemple, j'ai déjà eu un bloc où il y avait une partie qui avait une buanderie, mais qui était trop grande. Et on a réussi à faire un 3,5 permis de la ville et tout, là, de plus. Ce qui était dans le temps un revenu proche de 800 $. OK. 3,5 rénové. Donc, c'est ça le potentiel d'amélioration. C'est pas seulement les rénovations, mais si on peut rajouter une pièce ou agrandir ou c'est clair. Changer la vocation de l'immeuble aussi. Ah oui, ça c'est clair. Mais c'est comme, tu sais, exemple, tu achètes une maison, tu subdivises le terrain, c'est sûr que ça vaut plus cher. Voilà. Tu peux vendre un terrain constructible. Fait que ça, c'est le potentiel. Très bon exemple dans le résidentiel. Ensuite, le financement, on en a parlé. Faites appel à un courtier hypothécaire. Le conseil à David. Suivi par l'anecdote de David, bientôt. La qualité des locataires, ça, c'est faut vraiment faire les enquêtes de crédit. Ouais. Et la meilleure compagnie, je crois que c'est Corpic. Oui, ça, c'est une autre affaire, je n'ai pas dit souvent. Je disais tantôt, c'est quoi les étapes d'achat, mais dans les promesses d'achat, il va y avoir différentes conditions. Moi, souvent, une des conditions que je mets, il y a une condition, c'est la vérification des documents. Fait qu'évidemment, tu dois déclarer satisfait des baux, des règlements des locataires. En tout cas, il faut vérifier tout ça attentivement. Puis il y a une affaire que je mets souvent, moi, c'est les états de compte des 6 derniers mois. Fait que je sors dans les 6 derniers mois, c'est vraiment la preuve, est-ce que le locataire paye tout le temps le premier du mois. Si tu vois qu'il y en a qui payent tout le temps le 15 du mois, mais tu n'as pas vraiment de recours contre ces personnes-là souvent parce que tu vas un recours à partir du 21e jour. Fait que ça, c'est important de vérifier ça. Ouais. Si le locataire est tout le temps le 7 du mois, ben, tu vas être pogné avec ça. Fait que tu veux voir si tu es capable de gérer ça. Fait que ça, c'est important. Parfait, je comprends. C'est très bien expliqué. La qualité de locataire, c'est très important. C'est ce qui va faire que vous allez aimer ou moins aimer être propriétaire d'un plex. Exact. Mais c'est ça, il y en a qui ajoutent qui ont des bonnes expériences. Mais souvent, ceux qui ont des mauvaises expériences, c'est là que c'est eux autres qui se découragent. Voilà. Et la gestion immobilière, c'est le dernier point, c'est sûr. Donc, il y en a beaucoup de compagnies qui font la gestion immobilière. Ça coûte quand même des bons Absolument, frais. c'est autour de entre 5 et 8 des revenus bruts. Fait que, donc, si un loyer de 2 000 $ brut, alors la gestion pour cet appartement serait de 100 $ à 160 $ par mois. Exact. Ça, c'est les revenus bruts, dans le fond, c'est les revenus avant les dépenses. Ouais. Et si tu en as un 8 logements, ben c'est 1280 par mois, un 8 logements. C'est quand même pensez-y bien. Donc, moi, je connais des gens qui sont, comme tu dis, très bons en rénovation. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent, ils rénovent et ils gèrent leur building. C'est la meilleure affaire. C'est la meilleure affaire. On peut tout faire ça, toute seule. Mais quand tu n'en as pas beaucoup, idéalement, c'est de le gérer toi-même, sinon ça ne sera pas rentable. Là, mais tu sais, à partir de quand tu as une centaine de portes, là, ça ne peut pas te valoir la peine. Là. Exact. David, c'est le temps de l'anecdote à David.
Exact. Mais là, C'est c'est quoi que tu ça. as pour nous aujourd'hui? Sujet croustillant de la semaine. Exactement, Mais, exactement. mais je magasine avec des acheteurs en ce moment. Mhm. Eux autres, ils veulent habiter, c'est deux gars qui veulent habiter l'immeuble. Fait qu'ils vont mettre 10% de cash down. Ils cherchent triplex ou quadruplex. Puis là, il n'y a pas si longtemps, tu sais. Moi, c'est mon courtier hypothécaire, dans le fond, là, avec qui ils font affaire. Puis ils ont déjà acheté un immeuble dans le passé. Puis là, fait que là, c'est ça, les autres commencent à construire leur parc, mais les autres, ils habitent leur immeuble, tu sais. Euh, c'est le deuxième qu'ils veulent acquérir, tu sais. Puis en l'habitant, justement. Mais comme je dis, c'est ça. Là, il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup qui vont souvent, ils vont dire qu'ils l'habitent puis ils ne l'habitent pas, mais ça, c'est de la fraude. Là. Si tu te fais pogner par la banque, peut-être qu'il y a plus. Tu vas te faire barrer des banques, puis il n'y a plus aucune banque qui Oh va te yeah. prêter après. Oh yeah, puis c'est Fait pas qu'il faut une faire blague. c'est ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas niaiser avec ça. Si tu veux, Non. moi, je dirais, si tu veux l'habiter, tu habites là pour vrai pour au minimum 1 an. Sinon, fais pas ça. Ce que tu veux pas être tagué sa blacklist là, des banques. Là. Mm. Mais bref, eux autres ont fait une offre d'achat sur un. Tu sais, on a un secteur quand même pas mal at large. Puis on fait une offre sur un plex là, assez loin. Là. Tu disais, mais là, loin, Trois-Rivières, mettons. Tu sais, le gars travaille, exemple, dans le coin de plus Terrebonne. Puis là, on fait une offre à Trois-Rivières, mais tout de suite, tu sais, j'envoie ça au courtier hypothécaire. Là, il dit, ben non, il dit, ça ne marchera pas. Il dit, tu sais, ils disent qu'ils veulent l'habiter. Mais tu sais, les autres, ça ne leur dérange pas de faire du voyagement, mais pour la banque, tu sais, ils ne sont pas stupides, là. Pour eux, c'était trop loin. Ils disent, si tu veux l'habiter, achète un immeuble en dedans d'un rayon de kilomètres du lieu de travail de la personne. Fait qu'il faut faire attention à ça. Mais les autres, c'était vrai, ils voulaient vraiment l'habiter, sauf que c'était trop loin. Fait que quelqu'un qui fait assemblant, mettons, il dit je veux habiter l'immeuble, tu achètes un immeuble à Rimouski, mais la banque, elle ne te croira pas. Là. Faut que ça soit logique, il faut que tu habites pour vrai. Fait que, il y en a beaucoup qui utilisent cette stratégie-là, puis en disant qu'ils l'habitent puis ils ne l'habitent pas, finalement, ils font une offre d'achat sur un plex vraiment loin, puis la banque n'apprêtera pas les sous pour ça. Fait que, premièrement, faites attention, si vous lui dites que vous l'habitez, habitez-le pour vrai. Puis sinon, économise plus de mise de fonds ou trouve une autre stratégie pour acheter un immeuble à revenu. Là. Puis finalement, si vraiment tu veux l'habiter, mais tu vas être limité dans le secteur de ton travail. À cause Mhm. justement que la banque, ça ne croira peut-être pas que tu veux aller, que tu veux vraiment l'habiter. Là. Exact, exact. Fait que c'était ça l'anecdote. Fait que finalement, on s'est résolu. Mais là, sur le coup, tu sais, moi, je pense que je n'avais pas pensé à ça nécessairement. Fait que finalement, l'offre d'achat n'a pas marché avec cette place-là. Là. Fait qu'on a réduit le secteur de recherche. Puis là, on est encore à recherche en ce moment. Perfect. David, notre dernier point, Ouais. en conclusion, c'est les avantages et les inconvénients, c'est sûr. J'ai trouvé un site que tu connais. Non, je connais ça pas plus. Ouais, ouais, ouais. Et tous les courtiers connaissent. Donc, Exact. ils ont de très bons articles et je l'ai choisi parce que c'est direct au point. Ouais. Donc, je vais en parler un par un. Donc, les avantages de devenir un propriétaire occupant, le premier, c'est de faciliter votre accession à la propriété. Ouais. Parce que, en place de payer euh, une propriété et seulement sortir de l'argent pour la payer avec un duplex ou triplex, quadruplex, les autres personnes payent aussi votre hypothèque. Ouais. Deuxièmement, Mais, mais, diminuer. c'est Oui, mais c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, on faisait des podcasts, on est acheter une maison résidentielle, c'est pas un investissement non. dans le temps. Tu peux pas prévoir à l'avance que ça va prendre de la valeur, puis ça rapporte pas de revenus. Mais tandis que si tu fais ça, tu sais, là, c'est quand c'est un investissement, même si tu l'habites, parce que tabarnouche, ils vont payer une partie de ton hypothèque. Ça, Fait que c'est ça, un c'est très vraiment, bon c'est point. vraiment bon, tu sais. Ouais, puis c'est pas écrit là. Donc, faciliter. OK. Deuxièmement, diminuer votre mise de fonds minimale. Ouais. Je trouve que c'est sûr que quand on achète un duplex, c'est 5% comme une maison. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle les banques offrent ce programme en tant que propriétaire occupant. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu Euh, sais? mais c'est vraiment ça. C'est pour réduire la mise de fonds. Puis, puis au final, versus une maison, tu as des revenus. Fait que c'est ça les gros avantages versus une maison. Là.
Fait que ça peut être vraiment un bel premier achat. Même avant d'acheter une propriété, mettons, tu prévois d'acheter une maison un jour, peut-être des fois, tu peux commencer avec un duplex, triplex avant d'acheter ta maison. Après ça, si tu réussis à le garder, là, ça commence à être pas mal intéressant. Oui, ouais, c'est un très bon point, David. Je suis content de t'avoir demandé si tu sais quelque chose de plus que nous. Mais c'est ça, exactement. Moi aussi, ça, c'est un point que je dis tout le temps. C'est beaucoup mieux d'acheter avec un duplex, triplex. Ouais, Tu fais tes devoirs, comme on a parlé. exact. Tu achètes un très bon duplex ou triplex et tu le gardes quelques années avant de t'acheter une propriété. Et ça va être plus facile aussi de toute façon pour acheter ta propriété après. Exact. Et bien sûr, dans la même sphère, c'est qu'on peut profiter de quelques dépenses déductibles d'impôts. Ouais. C'est sûr que l'intérêt qu'on paie est déductible d'impôts. Lors de la vente aussi, il faut déclarer les gains en capital, mais c'est quand même déductible d'impôts. Les rénovations, la peinture, l'enquête de crédit. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui est intéressant quand Mais là, on dit dépenses? tu peux utiliser de l'amortissement aussi. Tu en avais parlé dans un autre podcast. Mais tu as rendu là, tu fais affaire avec un bon comptable. Puis ça peut être vraiment intéressant. Perfect. Et maintenant, les inconvénients. Donc, c'est très bien écrit parce que c'est ça que je crois moi aussi qu'il faut décider quand on veut devenir des propriétaires occupants. Mais là, c'est ça, exact. C'est ça. Ça, c'est le premier On point qui me vient en renonce. tête. Là. Oui, tout de suite. Tout de suite, Exact. à une certaine tranquillité en raison de la proximité du bruit. Le Ouais. bruit, c'est sûr que sont 99%, 98%, je ne sais pas, c'est presque tout en bois et briques, là, ou seulement Exact. bois. C'est pas en béton, là. Et la proximité, c'est que si tu es là, puis quelqu'un, le locataire, a quelque chose à te parler, ben, il vient cogner chez vous, là. Là, c'est clair. Si tu achètes À ça à 5 votre heures maison, ouais, de c'est ça. l'après-midi, Ouais, tu c'est ça. Là, manges t'es là, 5-6 là. heures. C'est pas Exact. juste un appel. Là. Exact. Ça en vient chez Même vous. pas un courriel ou un appel, exact. Exact. Mais c'est ça, là, si tu es prêt à faire ce sacrifice-là avant de t'acheter une maison, exemple, pendant 5 ans, ça vaut vraiment la peine, mais il faut que la personne soit capable de gérer cet inconvénient-là. Ouais. Il faut assurer une jouissance paisible de leur appartement. Ouais. C'est-à-dire Et qu'il faut. responsable, tu sais. Voilà. Il faut Puis un faire locataire qui attention à fait des pas mal tout, là. problèmes, c'est ça. Voilà. Tu es responsable de t'assurer qu'il soit bien, exact. Ouais. Et répondre à leurs demandes, on vient de dire, à n'importe quel moment, ils peuvent cogner chez vous puis ils te Ouais, parce que demandent fais-moi ça. mais justement, j'avais été emmené chez un de mes chums notaires. Lui avait, c'est là peut-être 7 ans. Là. Lui avait acheté un duplex à Montréal. Puis il vivait dans un des 2 logements. Puis là, on fait une game de. Je fais une game de cartes chez eux le soir. Puis ça finit à 3 heures du matin. Puis la locataire en haut qui donne des coups de balai. Mais tu sais, c'est sa locataire à lui. Là, puis c'est lui le propriétaire. Là. Puis là, on faisait trop de bruit, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, assurer la jouissance paisible de leur appartement. Ben, tu sais, lui, mettons, il ne s'assurait pas de ça, de sa locataire. Mais, tu sais, c'était peut-être anecdotique. Là, tu sais. Exactement. Ce soir-là, peut-être qu'on faisait du bruit. J'espère que pour lui, que c'était pas chaque soir. Là. Mais bref, fait que ce propriétaire-là, il ne s'acquittait pas de ce point-là, en tout cas pour sa locataire, ce soir-là. Exact, exact. Oui. Donc, bref, l'avantage financier à lui toute seule ne peut justifier un tel investissement. C'est important de comprendre qu'il faut considérer le mode de vie qui est associé à ce type d'investissement, qui est le propriétaire occupant. En terminant, David, est-ce qu'il y a des points que tu aimerais rajouter? Ben là, c'est ça. Dans ce qu'on n'a pas trop parlé durant le podcast, c'est les types d'évaluation, comment s'assurer de la chaleur marchande d'un immeuble à revenu. Habituellement, 4 logements et moins, c'est quand même facile. Les évaluateurs agréés, là, souvent, ils ne prendront pas les revenus pour ces immeubles-là. Ils vont l'évaluer seulement selon les comparables, puis ils vont faire des ajustements. C'est comme une propriété normale. Ouais. Fait que des fois, ça fait des évaluations qui sont un petit peu. Tu vois, personnellement, ça m'est déjà arrivé que l'évaluation, je trouvais qu'elle n'était pas nécessairement précise. Mais pourtant, c'est des évaluations extrêmement précises. Là. Mais c'est parce que moi-même, pour des duplex, triplex, quadruplex, je vais souvent comparer les revenus. Là, il y a différents types d'évaluations. Le MRB qui est multiplicateur de revenus bruts ou MRN,
multiplicateur de revenus net. Fait que dans le fond, c'est de savoir combien de fois un immeuble se vend selon ses revenus dans un secteur. Fait que, exemple, un secteur donné, tel immeuble de telle année à telle année se vend, mettons, en moyenne 15 fois les revenus bruts. Fait que ça, c'est un type d'évaluation. Il y a différents types d'évaluation. Mais souvent, on commence à calculer plus ces types-là, ces types d'évaluation-là avec des 5 logements et plus. Mais moi, je les utilise quand même pour duplex, triplex, quadruplex. Je regarde les comparables, après au pied carré, exemple, au pied carré habitable, combien ça se vend. Après ça, je fais une autre deuxième évaluation selon les revenus bruts. Après ça, tu peux prendre le TGA, là, mais ça, c'est plus complexe. Là, on n'en parlera pas, là, sinon ça va mélanger les gens. Là. C'est diviser les revenus nets par un pourcentage d'un secteur donné. Là. Bref. Fait qu'il y a différents types d'évaluation. On pourrait faire un podcast là-dessus, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire affaire avec un professionnel pour s'assurer de la valeur marchande. Là. Fait que c'est peut-être ces éléments-là qu'on n'a pas parlé, là, d'où l'importance d'aller voir un expert avant d'acheter un immeuble. Puis bien s'entourer, tu sais. C'est excellent. Donc, en d'autres mots, on a donné de l'information qui est pertinente, qui peut aider quelqu'un à débuter le processus d'achat en tant que propriétaire occupant. Ouais. Mais si je comprends bien, les étapes importantes, c'est qu'on va voir un courtier immobilier, un courtier hypothécaire avant de faire quoi que ce soit. Exact. La première étape. The first step. Parfait, David. Si les gens ont des questions qui m'appellent, moi j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, ça va me faire plaisir. Bien sûr, bien sûr. C'était un plaisir, Dragoche, comme toujours. Exactement. Et si vous voulez, c'est davidchaussé.com. David a de l'expérience dans le résidentiel, mais aussi dans le commercial, beaucoup. Donc, et il connaît probablement un très bon courtier hypothécaire. Ouais. Donc, si vous pensez à faire un projet, David, c'est la personne. C'est tout pour cette semaine. On vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci. Ciao. Ciao.